ceux qui m'ont formé pendant que j'étais en apprentissage, depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Et parmi ces maîtres qui nous ont mis sur le chemin, il y a le professeur Zadi Zaourou, à qui je voudrais rendre un hommage appuyé ce matin. Sans lui, rien de tout ça n'aurait été possible. C'est lui qui a ouvert la voie. Par son enseignement, il nous a donné les éléments qui ont permis que je puisse décoder ce dont je vais traiter. Quel est le propos pour lequel je vous ai demandé de venir ce matin? Il s'agit de l'alphabet, le système graphique que nous utilisons tous pour écrire. Depuis 3000 ans, ce système graphique pose un certain nombre de questions. On ne sait pas quels sont ces signes, qui les a fait, pour écrire et transcrire les pensées. Mais comment ça a été mis en place? Quel est le symbolisme de ces signes? Que signifie leur nom? Autant d'informations qu'on n'a pas. Depuis 3000 ans, les savants tâtonnent pour essayer de voir de quoi ils retournent. Et je pense que je suis parvenu à quelques résultats à ce niveau que je vais vous présenter ce matin et que je mets à la disposition de la communauté scientifique de sorte qu'on puisse désormais faire avancer cette question. Tout indique qu'à l'origine, à la préhistoire, au paléolithique supérieur, les nègres furent prédominants. Ils le sont restés au temps historique pendant des millénaires sur le plan de la civilisation, de la suprématie technique et militaire. Tout esprit qui n'est pas capable de recevoir cette idée, même si elle est objectivement démontrée, ne peut présentement rien apporter de durable à la science historique. Ce préambule me permet de poser les choses. Il faut comprendre, quand Cheikh Anta Diop dit cela, que jusqu'à, on va dire, 560 avant l'ère actuelle, les Africains noirs étaient ceux qui avaient la suprématie au niveau de la connaissance, de la civilisation et de la force militaire. Donc c'est pendant cette période où les Noirs africains étaient prédominants que le système de signes qu'on appelle l'alphabet a été inventé. Ils avaient la compétence et les capacités pour aboutir à des solutions durables. Donc l'écriture apparaît ainsi comme un trésor africain. L'image que vous voyez ici, c'est ce qui est sur le caveau du pharaon Toutankhamon. Les signes que vous voyez sont les signes qu'on appelle les hiéroglyphes qui servent à écrire. Et je parle d'un trésor parce que le support sur lequel les signes là sont gravés, c'est de l'or. Qu'est-ce que l'écriture? Il faut qu'on soit un temps soit peu d'accord sur la question. Et là, il y a un auteur qui s'appelle Philippe Descamps qui a donné une définition que je trouve particulièrement judicieuse. Il dit l'écriture est la représentation du langage grâce à un système de signes graphiques. Graphique, ça veut dire qu'on dessine les signes en question, qui ont été choisis par une communauté. Et donc ces signes sont choisis par un groupe et ne peuvent donc être compris que d'elle. Parce que l'écriture est un système codé, elle fait appel à un certain nombre de clés arbitraires sans lesquelles elle reste inintelligible. C'est pour ça, par exemple, qu'on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière les signes de l'alphabet que nous utilisons. Parce que les clés, bon, il dit arbitraire, mais ce n'est pas arbitraire au commencement. Les clés sont devenues arbitraires parce que nous n'avons plus l'information qui a précédé à leur choix. Sinon, au commencement, quand on choisit, ce n'est pas arbitraire. C'est devenu arbitraire maintenant. Et donc, pour retrouver, il faut retrouver la communauté qui a choisi ces signes-là. Il faut retrouver la clé dont cette communauté s'est dotée pour sélectionner les signes en question. Qu'est-ce que les égyptologues font? Ils prennent chaque signe, ils mettent la lettre qui va avec le signe, et puis, comme les Égyptiens anciens n'écrivaient pas les voyelles systématiquement. Les gens disent qu'ils n'écrivaient pas les voyelles, c'est pas exact, ils écrivaient, mais pas systématiquement. Ils n'écrivaient pas les voyelles systématiquement parce que l'écriture était censée être lue par tous les Africains. Donc ça devait rendre compte de toutes les langues africaines. Or les voyelles changent selon les langues. Des fois dans la même langue même les voyelles changent. Donc on ne peut pas mettre les voyelles systématiquement. Sinon on risque de figer l'écriture. Donc on laisse la racine avec les consonnes, la racine consonantique, et puis chaque langue, chaque personne met les voyelles qu'il faut pour vocaliser.
Et très souvent, c'est à peu près la même chose que nous avons. Donc, nous avons ici Médou, parole, discours. Et en copte, qui est une langue. Le copte, c'est la dernière langue africaine qui a été parlée en Égypte. Pour montrer qu'il y a effectivement une connexion entre l'Égypte ancienne et les cultures africaines d'aujourd'hui. Que ce n'est pas une simple vue de l'esprit. Ce qui nous amène à mon deuxième point, l'invention de l'alphabet. On va voir comment l'alphabet était inventé. Pour cela, je vais commencer par citer un auteur qui s'appelle Plotin. Plotin, c'était un philosophe du 2e siècle. C'est un Égyptien. Il est né en Haute-Égypte. Que nous dit Plotin? Plotin a écrit ce texte au 2e siècle. Il dit, il paraît que les sages de l'Égypte, soit à cause de leur connaissance approfondie des sciences, soit par analogie avec ce qu'ils veulent exposer scientifiquement, ne se servent pas habituellement de figures de lettres, exprimant en détail des discours et des phrases, ni imitant les paroles et les énoncés des préceptes. Mais ils emploient ordinairement de grandes images ou idoles, et chaque image représente une chose qu'on explique ensuite dans les temples. Chaque image, considérée à part et prise dans son ensemble, est un enseignement, une instruction, mais non une pensée isolée ni une proposition. Il poursuit. Ensuite, cette image de ce symbolisme compact s'explique selon l'autre méthode, celle que je viens à peu près de faire devant vous, mais c'est plus précis que ça. Il y a un de nos frères qui a trouvé exactement la méthode, qui s'appelle Dibombari Bob, un auteur, un conférencier également, qu'il faut suivre, qui a trouvé la méthode exacte, qu'il a appelée la méthode Kuma. Donc cette méthode, cette image de ce symbolisme compact s'explique selon l'autre méthode, qui fait connaître en détail tout ce que l'image exprime et les motifs pour lesquels cela est ainsi. Tellement que cette disposition des choses excite l'admiration. Aussi, ne peut-on qu'admirer la science des Égyptiens si l'on considère que, ne possédant pas les causes des essences, elle a pu cependant disposer les choses de manière à ce qu'elles soient conformes aux causes des essences. Ça, c'est ce que Plotin a donné comme témoignage dans les Énéades. Plotin est un des auteurs qui a le plus été pillé dans l'Antiquité parce qu'il avait un niveau de connaissance et de compétence sur un certain nombre de questions qui a servi à beaucoup de... Les chrétiens, par exemple, ont abondamment puisé chez Plotin. Qu'est-ce que Plotin nous dit? Que les Égyptiens ne prennent pas des lettres pour écrire. Ce n'est pas des sons et des mots qu'ils agencent. Ils ont des images. Et cela nous amène aux trois formes d'écriture que les Égyptiens avaient. La première forme, c'est celle-ci, qu'on appelle vulgairement les hiéroglyphes. Ce sont des dessins où on voit les choses dont il s'agit, qui sont représentées exactement. Donc vous avez ici une page d'écriture. Vous voyez le hibou qu'on avait tout à l'heure. Là, il est représenté avec sa couleur, avec tout. J'ai dénommé cette forme-là l'iconisme analogique. C'est-à-dire que l'image représente exactement la chose qu'on veut, son modèle. Et on écrit avec ça. Donc vous voyez là les hiboux, vous voyez le roseau dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est tout vert, et puis on voit bien que c'est un roseau, vous voyez des cordes, ainsi de suite. Ça, c'est la première forme. Et puis il y a une deuxième forme qui est utilisée par les Égyptiens. Les dessins que vous avez vus tout à l'heure, on ne les reprend plus exactement de façon photographique. On prend les contours, les silhouettes, sous une forme géométrique pour écrire. C'est moins compliqué de faire comme ça que de représenter exactement l'objet par lui-même. Donc cette deuxième forme est celle que j'ai appelée le schématisme géométrique. Et c'est cette manière de représenter là qui a donné le cubisme en Europe plus tard. Parce que ce n'est pas l'écriture seulement qui fonctionne sur ces trois modèles-là. Les œuvres d'art également fonctionnent sur ces trois modèles. Et puis vous avez, ici vous voyez que vous reconnaissez encore les objets que vous avez vus antérieurement. Par exemple, là, la première colonne, le premier signe que vous voyez entier là, c'est le hibou là. Et quand vous le voyez, si on vous dit que c'est le hibou, vous reconnaissez effectivement que c'est le hibou parce qu'il ressemble au hibou. Sauf que c'est la silhouette qu'on a retenue. Maintenant, il y a une troisième forme d'écriture, qui est cette forme-là. Là, on ne reconnaît plus rien.
Parce que chaque élément a été transcendé pour donner quasiment des chiffres. Ça, c'est la forme qu'on a appelée le hiératique. Et j'ai donné à cette manière de représenter là le nom de l'imagisme hiératique ou l'imagisme mystique. On ne peut pas reconnaître le modèle à partir duquel on a obtenu ces éléments-là. Voilà les 3 formes d'écriture qu'il y avait en Égypte. Cette forme était utilisée par les prêtres plus facilement, la dernière forme que vous voyez là. La première forme, c'est celle qu'on voit sur les monuments et tout ça. Celle-là, c'est ce qu'on a dans les ouvrages, dans les livres qu'ils utilisent pour la comptabilité. Très souvent, c'est cette forme-là. Et quelqu'un qui sait lire à partir des formes précédentes que je vous ai montrées, quand il se retrouve ici, il est perdu parce que les choses ne le sont pas. C'est tout un enseignement que vous devez recommencer encore pour pouvoir lire le hiératique. Donc voilà l'écriture telle que était pratiquée par les anciens égyptiens. Maintenant, ça nous amène à pourquoi l'alphabet dans ces conditions-là, puisqu'ils avaient ça qui leur permettait de faire tout. L'alphabet, c'est ce que j'explique, parce que les mots dans les langues africaines sont une juxtaposition de monosyllabes désignant des objets. C'est en vertu de cette spécificité que l'écriture hiéroglyphique a été créée. Ce qui n'est pas le cas des langues indo-européennes et des langues sémitiques, c'est-à-dire les langues d'Europe et des langues d'Asie. Ces langues ne sont pas des monosyllabes juxtaposés. Et ces monosyllabes ne représentent pas les choses, contrairement aux langues africaines. Et donc, écrire ces langues obligeait nos ancêtres à user de la méthode phonétique, c'est-à-dire qu'ils prenaient les images que je vous ai montrées tout à l'heure sur la base du simple son et provoquaient une inflation incommode de caractères. Donc, pour écrire dans ces conditions-là, si vous devez écrire un mot comme Aoulaba, vous allez prendre un chiffre pour A, un chiffre pour W, un chiffre pour O, un chiffre pour L, un chiffre pour ainsi de suite. Et donc, ça fait beaucoup de signes qu'il faut dessiner. Cette inflation n'est pas commode pour travailler. L'alphabet fut inventé pour permettre d'écrire ces langues-là, qui n'étaient pas faciles à écrire avec les hiéroglyphes. Donc, vous voyez que les langues africaines n'ont pas besoin de l'alphabet. Nous n'avons pas besoin de l'alphabet pour écrire. Nous pouvons écrire nos langues avec les hiéroglyphes. C'est pour ça que ça a été créé, pour écrire les langues africaines. Mais au moment où nous devons écrire les langues comme le grec, comme le cananéen, comme l'arabe, c'est compliqué avec les hiéroglyphes. Donc nos ancêtres, pour pouvoir travailler plus aisément, ont inventé l'alphabet. Voilà pourquoi l'alphabet a été inventé. Ça, c'est la raison pour laquelle ça a été inventé. Les Africains ont créé l'alphabet pour les étrangers, pour les non-africains. Sinon, si c'était eux seuls, ils n'avaient pas besoin de l'alphabet. C'était pour pouvoir écrire les langues des Européens et des Asiatiques que ça a été inventé. Comment on a fait cet alphabet? C'est là que le professeur Jadis Aoulou nous donne encore la piste. Tout à l'heure, on a parlé de la fonction symbolique du langage. Il va expliquer comment ça fonctionne exactement. Nous allons proposer des éléments d'analyse d'une question essentielle liée à l'existence même et à l'objet de la fonction symbolique. C'est le pouvoir d'évocation du signe linguistique. C'est ça la question essentielle, le pouvoir d'évocation du signe linguistique. Il explique, mais je passe et pour aboutir à la conclusion. Ainsi, lorsque par un fait de langue, je fais surgir le signe linguistique coq, en même temps et par analogie, il faut toujours avoir à l'esprit la question de l'analogie. C'est la clé. En même temps et par analogie, surgissent regroupés en paradigme P1, P2, etc. et en solidarité avec coq, les signes suivants. P1, vous avez coq, roi, beauté. P2, coq, ergot, victime. P3, coq, secret, bélier, taureau, incendie, guerre. Et tous surgissent avec leur propre signification et leur propre sens symbolique, pour ceux qui en ont en propre. Qu'est-ce que le professeur Zadi nous dit? Que quand vous dites coq dans la fonction symbolique du langage, derrière coq, vous avez secret. Derrière secret, vous avez bélier. Derrière bélier, vous avez taureau. Derrière taureau, vous avez incendie.
Vous ne dites pas incendie, vous dites coq. Mais quand vous dites coq, on doit entendre incendie aussi. On doit entendre guerre aussi. On doit entendre secret aussi. On doit entendre bélier aussi. Tout ça sous le signe de coq. Par la fonction symbolique. Le fait d'évoquer coq appelle tous les autres. Mais les autres, ils ne viennent pas parce qu'ils sont coqs. Non, ils viennent avec leur sens également. Et donc, si vous avez ici 3 paradigmes, il y a coq qui est roi. Donc, quand vous allez dire coq, vous voyez taureau, mais vous voyez roi aussi. C'est cette manière de faire là qui a permis de faire l'alphabet. L'objet indiqué est choisi. Et derrière l'objet indiqué, on ne va pas prendre l'objet indiqué parce qu'on veut faire une écriture secrète. L'alphabet que vous voyez là était une écriture secrète. Elle n'a pas été faite pour être communiquée à tout le monde. Donc, on va prendre la fonction symbolique du langage. Si on a un coq, on va laisser le coq et puis on va aller sur un autre élément qui est dans le groupe auquel le coq fait appel. Soit le secret. Vous ne pouvez pas représenter un secret, on ne peut pas dessiner un secret. Donc, par exemple, vous allez basculer sur taureau. Donc, vous avez coq, vous dites coq, mais vous représentez un taureau. Ça permet de perdre quelqu'un qui veut voir ce que vous avez fait. Parce que lui, quand vous allez, il va voir le dessin du taureau, il va s'attendre à taureau, mais vous dites coq, et puis il voit taureau. Donc, c'est pas ça. Or, c'est ça. Parce que l'analogie dont il s'agit n'est pas une analogie objective. C'est une analogie qui a été décidée par celui qui encode les éléments. C'est pour ça que c'est encrypté, puisque c'est celui qui encode qui désigne. Mais il ne fait pas ça de façon arbitraire. Il y a une raison que nous allons voir tout à l'heure. Et ça a permis de donner le tableau que vous avez ici. Ce tableau-là, ce sont les signes de l'alphabet, tels qu'ils étaient au commencement. La première colonne que vous voyez là, c'est comme ça qu'on a trouvé les signes de l'alphabet quand nous remontons le plus loin dans l'histoire. Ces signes ont été trouvés dans le tombeau d'un roi qui s'appelle Akiram. C'est le plus ancien. Il date du 10e siècle. Bon, la date, on discute encore entre le 10e et le 12e siècle avant Jésus-Christ. C'est le premier signe que vous avez là. Celui que vous avez au-dessus là, c'est A. C'est comme ça A se présentait à l'époque. Pourquoi on a été utile d'utiliser ça? Parce que la forme que vous avez aujourd'hui n'est pas la forme originelle. Et si vous prenez la forme d'aujourd'hui, ça va être compliqué pour vous de voir les liens. Donc, il faut aller prendre la forme originelle. Et cette forme originelle, c'est celui qu'il y a dans le premier tableau là. Ce tableau vient d'un travail qui a été fait par un auteur au siècle dernier. Il a bien fait ce travail puisqu'il a classé par ordre temporel. Donc, on part du plus ancien au plus récent qu'on a trouvé dans les différents vestiges que nous avons. Donc, le premier tableau là, la première colonne là que vous voyez là, c'est là que vous avez les signes graphiques de l'alphabet les plus anciens. Et donc, vous voyez le A comme ça est là. C'est comme ça c'était. Le deuxième là, c'est le B. Vous voyez que ça ressemble à un B minuscule, mais il est retourné à l'envers. Comme ça, il était. Bon, au fur et à mesure que le temps va passer, on va faire tourner les lettres là dans différents sens pour obtenir ce qu'on a aujourd'hui là. Ainsi de suite, vous avez ce tableau là.